Et salut à tous et bienvenue sur la chaîne du samouraï moderne. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'époque de Kamakura, comme je l'ai dit dans la vidéo d'introduction de la chaîne. J'avais dit que je parlerais un petit peu plus des époques, et aujourd'hui on va s'attarder sur l'époque de Kamakura qui signe justement le début, entre guillemets, du Japon féodal. Donc c'est une époque qui va commencer en 1185. Elle va être dirigée par le shogunat de Kamakura. Le shogun, donc qui justement est le chef du shogunat, à ce moment-là est Minamoto no Yorimoto, dont je parlerai plus tard, je ferai une vidéo uniquement sur lui, puisque c'est quand même un personnage assez important de l'histoire japonaise. Le shogun en général, c'est un titre qu'on donne à une personne, et ça désigne en quelque sorte le dictateur militaire du Japon. L'empereur reste quand même un petit peu au pouvoir, et c'est en quelque sorte le gardien des traditions du Japon. Le shogunat de Kamakura, il est appelé comme ça juste parce que justement le shogun prend place dans la ville de Kamakura. C'est l'époque qui est à peu près l'équivalent du Moyen-Âge chez nous au Japon, et c'est à ce moment de l'histoire japonaise que le pouvoir impérial et l'aristocratie japonaise commencent à laisser de plus en plus de pouvoir aux familles de l'élite guerrière. Donc au début c'est la famille Taira, dont je parlerai aussi un petit peu plus tard, et suite à la guerre de Genpei, dont je ferai une vidéo aussi, de toute façon tous les détails là-dedans, là je fais un gros plan en fait sur l'époque de Kamakura, et tous les petits détails de cette vidéo, j'en ferai une vidéo à part entière. C'est, suite à la guerre justement de Genpei, c'est la famille Minamoto, qui va reprendre le pouvoir avec comme chef de clan Yorimoto, qui est du coup à ce moment-là le personnage le plus important et le plus puissant du Japon. C'est à cette époque aussi qu'on voit justement l'élite guerrière s'imposer au pouvoir, même si les empereurs, la noblesse restent quand même au cœur du Japon, et c'est entre guillemets eux qui ont un petit peu le pouvoir, même si comme j'ai dit c'est l'élite guerrière qui a le plus de pouvoir. Ils ont surtout un pouvoir militaire et un pouvoir entre guillemets décisionnaire. Mais la noblesse, les empereurs, ils ont quand même une partie du pouvoir du Japon. À ce moment-là, ils sont surtout à Kyoto, et eux, leur rôle, il est plus politique, administratif, culturel. En fait, eux, c'est plus l'image du Japon, et l'élite guerrière, c'est vraiment la puissance japonaise. C'est aussi à cette époque que l'élite guerrière, en fait, commence à prendre de plus en plus de place dans le Japon et commence à s'imposer au niveau du Japon. À ce moment-là, l'élite guerrière va prendre de plus en plus de territoire et va s'imposer de plus en plus jusqu'à un moment où en fait il contrôle tout le Japon. C'est donc à ce moment-là qu'on va avoir le début des échanges extérieurs avec les autres pays. Donc, c'est à ce moment-là qu'on va avoir par exemple des monnaies courantes. C'est à ce moment-là qu'on va avoir les monnaies les plus importantes. Les monnaies principales du Japon, qui viennent d'ailleurs pour la plupart de Chine. À ce moment-là. C'est à ce moment aussi évidemment que la vie religieuse du pays commence vraiment à changer. C'est-à-dire que avec tous les échanges extérieurs, évidemment la religion va prendre une place importante au sein de la vie japonaise. Donc la grosse religion qui va s'imposer à ce moment-là, ça reste le bouddhisme, qui va prendre petit à petit la place des religions autochtones de l'époque. Donc, si on résume jusqu'ici, on a le shogun et le shogunat qui a de base le pouvoir le plus puissant du Japon, c'est-à-dire le pouvoir militaire. L'empereur et la noblesse, eux, vont plus avoir l'image du Japon, c'est-à-dire la politique, le côté administratif, le côté culturel. Avec toutes ces ouvertures, et avec aussi la mainmise du shogunat et des élites guerrières sur le Japon, on va avoir une ouverture aux autres pays. Donc, évidemment, des échanges commerciaux, des échanges monétaires, des échanges religieux, des échanges culturels. Même si, comme je l'ai dit, la noblesse et les empereurs gardent tout ce qui est politique, culturel, administratif, ça va pas empêcher les autres pays d'amener leur culture au Japon. Donc, on va avoir un Japon qui s'ouvre de plus en plus aux pays extérieurs, et donc effectivement le début
de tout ce qui va commencer à faire le Japon d'aujourd'hui, c'est-à-dire la monnaie qui va commencer à se créer petit à petit. Mais c'est aussi à ce moment-là que le début, et vraiment le début de l'écriture va commencer à apparaître. C'est-à-dire tout ce qui est kanji de la langue japonaise, c'est en fait à la base tiré du chinois. Les Japonais ont juste pris des kanji pour pouvoir écrire, avoir un support écrit pour leur langue. Et bah du coup, c'est à ce moment-là qu'on va avoir le début justement de cette écriture. Et évidemment, qui dit ouverture des pays, ouverture aux autres pays, ouverture à l'extérieur, dit également des invasions. C'est à ce moment-là que le Japon va subir les invasions mongoles. Les invasions mongoles, bon, ça va voilà, créer quelques tensions au sein du pays, même si les Mongols en fait sont repoussés par le shogunat et le pouvoir militaire en place, ça va créer quelques tensions au sein du pays. Même si à la suite des guerres, le shogunat paraît plus fort, puisqu'ils ont quand même réussi à repousser l'invasion, en réalité c'est qu'une façade, puisque le shogunat est en fait gravement affaibli à cause de ces guerres. Puisque le shogunat en fait n'a pas les ressources nécessaires pour récompenser les soldats qui ont justement participé à ces guerres, le shogunat va perdre de plus en plus en popularité. Ce qui va faire que le shogunat va être de moins en moins apprécié par le peuple, la noblesse, les empereurs, mais aussi certaines familles de l'élite guerrière. Ce qui va provoquer en fait une forme entre guillemets de soulèvement au sein du pays, qui va pousser les gens en fait entre guillemets se révolter contre le shogunat, et ça va tout simplement marquer la fin du régime de Kamakura. C'est la fin entre guillemets de l'époque de Kamakura, même si comme je l'ai dit je suis pas du tout rentré dans les détails, puisque les gros détails en fait j'en ferai des vidéos à part entière dessus, parce que sinon c'est beaucoup trop long. De toute façon je peux pas résumer 300 ans en 10 minutes, enfin un peu moins de 10 minutes. C'est la fin de l'époque de Kamakura, et ça arrive en 1333. Donc l'époque de Kamakura, c'est de à peu près 1185 jusqu'à 1333. Et à la fin de l'époque de Kamakura, c'est l'époque de Muromachi, dont je parlerai plus tard. Voilà le gros de l'époque de Kamakura. C'est vraiment le gros du gros, c'est vraiment dans les grandes lignes, c'est comme ça à peu près que se passe l'époque de Kamakura. Je ferai des vidéos un peu plus poussées sur les empereurs du Japon, mais je pense que je ferai plus une vidéo globale, puisque à ce moment-là, les empereurs, c'est pas les plus importants. C'est pas les gens de qui on va le plus parler, parce que c'est pas eux qui vont faire le plus de choses. Je vais plus parler justement des shoguns, du shogunat, de la mise en place du shogunat, tout ça. Là, de toute façon, à l'époque de Kamakura, c'est très simple. Le shogunat, il a été mis en place par l'empereur. Voilà, Minamoto no Yorimoto a reçu ce titre de shogun de l'empereur. Il a mis en place le shogunat. Le shogunat est devenu le dirigeant militaire, enfin à la direction militaire du pays, et petit à petit ça a fait que augmenter. Donc au début, en 1185, on a l'empereur et Minamoto no Yorimoto qui reçoit le titre de shogun. Le shogunat va prendre de plus en plus de place dans le Japon. Ensuite, ça va s'ouvrir au front, ça va s'ouvrir à l'extérieur, les invasions mongoles, la chute du shogunat. Et ça, c'est l'époque de Muromachi. Et j'en parlerai plus tard dans d'autres vidéos, je ferai époque par époque, comme ça, les grandes lignes de chaque époque pour en savoir un peu plus, et les petits détails à côté. Voilà pour l'époque de Kamakura. Je pense avoir fait, comme je l'ai dit, les grandes lignes. La prochaine vidéo que je ferai sera sans doute sur Minamoto no Yorimoto, qui est un personnage, comme je dis, très important au Japon. Ce sera la prochaine vidéo. En attendant, si cette vidéo vous a plu, vous a appris quelques petits trucs, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour pas louper les prochaines vidéos. Et je pense que c'est un format que je vais continuer, puisque je pense qu'essayer de résumer dans le gros une époque et faire des petites vidéos détaillées après me paraît le plus simple pour résumer ce monstre colossal de l'histoire japonaise. Sur ce, salut tout le monde!